Notre deuxième table ronde va poursuivre la réflexion qu'on a entamée tout à l'heure sur les enjeux d'accès aux services et de reconnaissance des publics. On voulait centrer la réflexion cette fois dans cette table ronde davantage autour des politiques de réponse à la pandémie. On a commencé à l'aborder notamment avec ce que nous ont dit Gilbert et Hervé sur le cas des Autochtones pendant la pandémie. Dans le contexte de la COVID-19, vous le savez, les discours politiques ont mis de l'avant la volonté de protéger les plus vulnérables. Mais qui étaient ces plus vulnérables? Comment déterminer qui est en situation de vulnérabilité et par rapport à quoi? Donc, on va essayer de s'interroger sur la façon dont les politiques de réponse à la pandémie ont répondu aux besoins de différents publics en situation de vulnérabilité, ou bien créé des publics, ou mis en évidence des inégalités, ou peiné à rejoindre d'autres personnes. Finalement, en cours de préparation, on a comme une petite surprise parce qu'on s'est aperçu que dans le cas des politiques de cessation du tabac, contrairement à ce qu'on pensait, les effets de la pandémie n'ont pas été tellement documentés. Pas qu'il n'y en a pas eu, mais ils ont été un petit peu moins documentés. Donc, ça va nous amener finalement à une situation fort intéressante. On va poursuivre aussi la discussion de tout à l'heure, où on va explorer des situations contrastées entre d'un côté des publics qui sont marginalisés dans la société, et la façon dont ils ont été pris en compte ou pas dans les politiques de réponse à la pandémie. Puis de l'autre, une politique d'aide à l'arrêt du tabac qui vise potentiellement toute la population, mais qui en pratique ne rejoint pas tous ceux qui pourraient ou qui voudraient s'en prévaloir. Alors, nos intervenantes sur ce panel, nous avons Annie Montreuil, qui est professeure associée au département de psychologie à l'UQAM. Elle est aussi conseillère scientifique à l'Institut national de santé publique du Québec et elle s'intéresse aux politiques de cessation du tabac. Catherine Chenet, elle est professeure à l'École de travail social à l'UQAM. Ses intérêts de recherche portent sur les expériences des personnes, en particulier les femmes, qui sont judiciarisées et qui sont criminalisées. Elle s'intéresse aussi aux pratiques d'intervention qui les touchent, notamment celles qui reposent sur l'intervention avec les groupes ou qui visent la défense des droits collectifs. Dans tous ses travaux de recherche, elle privilégie des méthodologies participatives et elle travaille en collaboration avec plusieurs organismes communautaires. Finalement, notre troisième intervenante, Marie-Ève Goyer, est professeure agrégée de clinique au département de médecine familiale et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Elle est directrice scientifique de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance et chef adjointe des programmes spécifiques du Centre-Sud de l'île de Montréal. Docteur Goyer, qui est aujourd'hui de garde et que je remercie de prendre de son temps pour être avec nous, a participé à l'implantation des services d'injection supervisés du programme Profan sur la naloxone à Montréal et elle est responsable de l'implantation du premier service de traitement de la dépendance aux opioïdes via une médication injectable. Alors, vous aurez compris, ces recherches portent sur la dépendance et l'itinérance. C'est notamment de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à vous, chers intervenants, d'être là aujourd'hui. Puis, je vais commencer en vous posant la première question. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre recherche? À quelle personne ou à quel groupe est-ce que vous vous intéressez? Puis, à quels défis est-ce qu'ils ont fait face, que ce soit dans le contexte de la pandémie ou en général? Annie, s'il te plaît. Merci. Alors, comme tu l'as expliqué, Carole, moi, je travaille en santé publique à l'INSPQ je travaille dans la lutte contre le tabagisme depuis une quinzaine d'années maintenant. Et le rôle de l'INSPQ, c'est d'être en soutien à la prise de décision pour le ministère de la Santé et pour les autorités régionales. Donc, ça veut dire que notre rôle, ce qu'on fait, on s'appuie beaucoup sur les études qui sont réalisées par des chercheurs. On fait un peu d'études nous-mêmes. La plupart du temps, on collabore, mais on peut aller chercher aussi des données locales quand c'est nécessaire d'avoir des données sur le Québec en particulier. On va le faire, mais le gros de ce qu'on fait comme recommandation s'appuie sur les recherches qui sont faites par les chercheurs. Donc, j'ai bien aimé là, les commentaires de Thomas Sayas ce matin qui exprimait bien là, le besoin là, de la position où moi je me situe, puis mes autres collègues aussi à l'INSPQ et dans des organisations similaires. Alors, aujourd'hui, moi, je vais vous parler davantage des politiques publiques de lutte contre le tabagisme, puis ça c'est peut-être un peu plus en continuité avec les discussions de ce matin. Donc, le tabagisme, c'est le premier facteur de mortalité évitable dans le monde et dans les pays industrialisés. Seulement qu'au Québec, on compte 13 000 décès par année
environ causés par le tabagisme. Donc, quand on voit tout ce qui a été mis en place pour lutter contre la COVID avec un nombre de décès inférieur, les gens qui travaillent en lutte contre le tabagisme, ça nous a beaucoup interpellé la différence entre les actions qui sont faites pour les deux problématiques. Et les politiques de lutte contre le tabagisme sont souvent données en exemple de succès de santé publique. Et ces politiques-là, c'est principalement grâce aux politiques publiques. Donc, les politiques publiques qui ont visé à la fois à mettre en place des environnements favorables au non-usage de tabac, qui ont visé aussi à soutenir les fumeurs pour les encourager à renoncer au tabac et les soutenir dans leur démarche, qui ont aussi protégé les non-fumeurs de l'exposition à la fumée et qui ont essayé d'éviter que les jeunes commencent à fumer. Tout ça dans un contexte où il y a des intérêts financiers qui sont très, très présents, très bien organisés et qui mettent énormément de pression sur la population pour renouveler constamment leur clientèle de fumeurs. Ce qui a fait le succès des politiques publiques de lutte contre le tabagisme, c'est qu'elles ont été intégrées dans des programmes qui comprenaient des mesures complémentaires. Ces programmes-là sont à peu près les mêmes là, dans tous les pays qui ont la capacité de faire ce genre de programme-là. On voit que les structures sont similaires et elles sont même appuyées par la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac qui a été adoptée en 2003, qui est un des premiers traités internationaux qui énonce les mesures efficaces que tout pays devrait implanter pour réduire le fardeau du tabagisme. Donc, ces mesures-là visent à la fois à diminuer la demande, mais aussi à diminuer l'offre. Donc, il y a plusieurs mesures qui visent les fabricants et les détaillants. Donc, plusieurs des politiques publiques en lutte au tabagisme sont universelles et elles ont démontré leur efficacité. Mais, donc, depuis une vingtaine d'années, ce qu'on remarque maintenant, c'est qu'elles ont été plus efficaces pour rejoindre certains groupes de fumeurs, alors que certains groupes, on remarque des proportions plus élevées de fumeurs. Et au cours des prochaines années, on veut adapter les interventions pour mieux rejoindre ces groupes-là qui ont été moins rejoints, moins touchés. Alors, pour qui les politiques universelles ont moins donné de résultats positifs. Alors, c'est de ça dont je vais parler un peu plus tard. Très bien, merci beaucoup Annie. Puis je trouve ça intéressant que tu nous rappelles que les publics qui sont visés par les politiques publiques, ce n'est pas juste les personnes que l'on souhaite aider, mais c'est peut-être d'autres acteurs dans l'environnement auxquels on veut imposer des contraintes parce que leurs actions ont des conséquences sur la santé de la population. Puis dans ce cas-là, tu nous l'as à juste titre rappelé avec les fabricants de tabac notamment. Alors, en attendant que Catherine devienne co-animatrice pour pouvoir partager son écran, ce que je ne semble pas être en mesure de faire, donc si Kate peut venir à la rescousse, oui, c'est fait. Mais en attendant, on va quand même donner la parole à Marie-Ève pour se présenter, s'il vous plaît. Alors, bonjour tout le monde, bien contente d'être ici. Désolée, je suis cachée dans une petite salle dans un raccoin de l'hôpital, donc c'est un peu, le son n'est pas merveilleux. Si ça brasse derrière moi, là, vous m'excuserez. Alors, moi, je suis un médecin de famille depuis 2005 et j'ai toujours pratiqué auprès des populations là, en situation d'itinérance, aux prises avec une dépendance, santé mentale, etc. Et je travaille actuellement, là, je suis dans l'hôpital Notre-Dame actuellement et je suis, comme on disait, chef des services en dépendance et en itinérance au CIUS Centre-Sud, donc au centre-ville de Montréal. Mes intérêts de recherche sont surtout avec mon équipe là, qui a été nommée, qui s'appelle l'ESCODI, l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. Et nos intérêts vont vraiment donc, dans ces deux problématiques-là de dépendance et de l'itinérance, mais plus particulièrement à comment est-ce qu'on peut organiser et adapter les services pour s'assurer de leur accès pour des populations qui sont en situation de précarité et qui peinent habituellement à se rendre là, dans toutes les dédales vers le réseau ou qu'on peine à retenir en soins. Donc, on a cet intérêt-là particulier. Dans les travaux là, qui m'ont amené avec vous aujourd'hui, j'ai eu la chance d'implanter à la première vague l'unité d'isolement pour les personnes en situation d'itinérance dans l'ancien hôpital Royal Victoria
Je vais vous mettre d'ailleurs dans le chat, pour ceux qui voudront le voir, on a un rapport d'implantation avec plusieurs produits dérivés. D'ailleurs, je vois que Vincent Wagner vient de se loguer, donc je le remercie. Il a été co-chercheur avec nous dans ce rapport-là et on a fait ce rapport-là avec le CREMIS aussi. Et donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sûr que mes angles d'analyse vont à comment est-ce que des politiques publiques, avec tout le souhait que ces politiques-là fonctionnent pour le plus grand nombre, peuvent avoir des impacts et quelquefois délétères pour des populations plus en situation de marginalité. Donc, c'est un peu l'angle que je vous propose aujourd'hui et de voir, dans le fond, dans les raccoins de nos politiques publiques, qu'est-ce qui se cache et qui est-ce qu'on laisse derrière, même si on souhaite bien faire. Et même dans la façon dont on organise notre société et nos soins de santé plus particulièrement pour ce qui me concerne. Si on le peut aussi, c'est sûr que ce serait difficile pour moi de passer sous silence, puis un peu pour faire du pouce sur ce qu'Annie nommait tout à l'heure, le volet de la politique publique, de la criminalisation des substances, de l'usage de substances. Nous sommes en pleine crise des surdoses d'opioïdes, en pleine contamination du marché illicite et on voit, on se sent, nous, comme dans les années 80, quand nos patients mouraient du VIH là, à chaque semaine, ben, c'est là qu'on est actuellement avec les surdoses d'opioïdes. Donc, tout le volet de la politique publique au niveau fédéral, au niveau de la gestion, de la consommation, de la criminalisation de substances psychoactives. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Ève. Catherine, je te laisse la parole, puis sens-toi bien à l'aise de partager ton écran. Tu es maintenant en mesure de le faire. Merci beaucoup. Merci, Carole. Bien, merci beaucoup pour l'invitation et pour l'accueil. Donc, moi, je suis professeure à l'École de travail social de l'UQAM et je m'intéresse aux expériences des personnes incarcérées dans les prisons pour femmes et plus largement là, aux expériences des femmes criminalisées. Puis, comme Carole le mentionnait, je travaille avec plusieurs groupes communautaires en défense de droits des personnes incarcérées. Donc, quand la COVID est apparue ou a déboulé dans les prisons, c'est sûr que ces groupes-là ont été aux premières loges et paradoxalement, ils ont été aux premières loges, mais ils ont été aussi enfermés aux portes de la prison. Parce qu'avec la COVID, dans les lieux de détention, autant dans les prisons provinciales que les pénitenciers, les visites des proches ont été suspendues. Donc, il n'y avait aucune personne de la famille ou des amis qui pouvait aller visiter les personnes incarcérées, mais aussi les organismes communautaires qui interviennent avec et auprès des personnes incarcérées n'avaient plus accès aux lieux de détention. Ainsi même que certains, pendant une certaine période, les avocats et les avocates ne pouvaient plus aller rencontrer en personne leurs clients. Donc, la prison est un lieu d'abus de pouvoir. Cette surveillance-là de l'extérieur, des conditions de détention est toujours très importante. C'est quelque chose qui a été suspendu durant la COVID, durant la pandémie, qu'il est encore là, dans les prisons provinciales. Donc, moi, aujourd'hui, ce dont je vais parler, ce n'est pas nécessairement sur mes objets de recherche, mais en fait, c'est de par le fait que je m'intéresse à cette population-là, mais nécessairement, la COVID est venue transformer un peu mes recherches. Et ce dont je vais discuter aujourd'hui, c'est comment l'approche des politiques publiques autour de la question de la COVID-19 ont été imposées puis implantées dans les lieux de détention, en particulier les prisons provinciales. Et ce qui s'est passé, en fait, dans les prisons provinciales, c'est que la santé en soi est devenue un but secondaire. Ce qui a primé dans la gestion de la pandémie de la COVID-19 dans les prisons provinciales, ça a été la gestion de la sécurité publique. Donc, de s'assurer que les gens restaient enfermés plutôt que de s'assurer que les gens restent en santé. Donc, je vais juste vous donner peut-être un petit cours. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les prisons, mais je vais juste établir quelque chose. Il y a plusieurs lieux de détention possibles. Il y a les pénitenciers, qui sont des prisons pour les personnes qui ont purgé des peines qui vont purger des peines de 2 ans et plus. Il y a les prisons pour migrants, donc des prisons pour les personnes qui sont en situation migratoire irrégulière. Et il y a ce qu'on appelle les prisons provinciales, les centres de détention provinciaux. C'est où il y a les plus grandes populations là, carcérales au Québec sont dans des prisons provinciales. Et on y retrouve des personnes qui sont en attente de procès ou qui vont purger des peines de 2 ans et moins. C'est dans les prisons provinciales aussi qu'on retrouve le phénomène des portes tournantes, souvent entre la rue, l'hôpital psychiatrique et la prison. Si vous avez vu là, les dernières nouvelles là, au niveau des personnes, par exemple, avec une déficience intellectuelle qui sont surreprésentées dans les murs des prisons. Donc voilà, c'est ce type de population-là très marginalisée et exclue socialement qu'on retrouve.
Je veux aussi mentionner, je trouve ça vraiment important qu'on parle des prisons. Il y a une surreprésentation importante des populations autochtones dans les prisons, en particulier des femmes autochtones. Donc, c'est sûr que les prisons, là, c'est des lieux où se rejouent différentes oppressions, donc des oppressions coloniales, racistes, sexistes, genristes, etc. Et ce qui est particulier aussi dans les prisons provinciales, c'est qu'on y retrouve, par rapport à la COVID là, spécifiquement, c'est qu'on retrouve des personnes plus à risque de contracter la COVID-19. Donc, en termes de leur âge, parce que c'est des populations vieillissantes, parce que c'est des personnes en situation d'itinérance ou en situation de pauvreté. Et aussi, les taux de certaines maladies là, qui prédisposent à la COVID sont très élevés dans les lieux de détention, donc diabète, asthme, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, VIH, hépatite, tuberculose, etc. Donc, cette population-là, enfermée dans un lieu clos, qui est aussi un milieu de vie, bien, évidemment, c'est un terreau fertile là, pour la COVID-19. Et à chaque vague, en fait, de COVID, il y a eu plusieurs éclosions là, dans les prisons provinciales. Alors, voilà. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est comment on y a fait face là, par la suite. Merci beaucoup, Catherine. Dans vos 2 dernières interventions, il y a déjà des choses qui ressortent. Ce que tu as dit, Marie-Ève, tu ne l'as pas entendu ce matin, mais l'enjeu de faire en sorte que les personnes restent dans les services pour pouvoir en bénéficier, c'est quelque chose dont on a parlé ce matin, donc ça fait un très bon lien. Et puis, toutes les 3, en fait, vous amenez la discussion sur le terrain des valeurs. Tu dis, Catherine, la santé devient vue secondaire, donc on imagine que c'est une valeur qui devient aussi secondaire à d'autres valeurs, et je pense qu'on va en reparler. Alors, pour la deuxième question, je vais vous la lire, puis je vais vous dire dans quel ordre je vais vous interpeller par la suite. Donc, la deuxième question, c'est selon vous, qu'est-ce qui fait que les politiques publiques ont produit des effets inégalitaires pour ces personnes, ces groupes auxquels vous vous intéressez, en particulier, mais pas seulement dans le contexte de la pandémie? Donc, je vais donner la parole en premier lieu à Marie-Ève, puis à Annie, et ensuite à Catherine, qui pourra commencer pour la troisième question. Donc, Marie-Ève. C'est sûr que c'est une grande question, mais dans la définition même d'une politique publique, il y a une certaine volonté d'avoir un cadre applicable au plus grand nombre. Donc, la définition même est problématique pour les personnes que je desserre. On n'est pas loin, là, j'exagère un peu, du one size fits all, dans le sens où on veut quelque chose d'assez général, qui peut être implanté de façon macro. Et ça, c'est une valeur en soi, je pense. C'est une façon de voir la vie en soi, de dire, bien, c'est le plus grand nombre l'important. On pourrait même se questionner dans notre système politique, de la façon dont on fonctionne. C'est l'électeur l'important, c'est la personne qui va voter pour moi ou qui a la main, qui a une voix forte qui est importante. Qu'est-ce que ça fait quand on part de cette prémisse-là? Là, donc, vous pourrez me contester, là, c'est discutable, mais ça fait qu'on ne pense pas nos politiques ou notre organisation de services en fonction de certaines populations qui n'ont pas de voix politique, qui sont en plus petit nombre. Mais par contre, si on met un peu de lumière sur ces personnes-là, là, c'est sûr que je parle d'une certaine population qui est la mienne, c'est-à-dire les personnes en situation d'itinérance ou en grande précarité, qui consomment, qui ont des problèmes de santé mentale. Mais on se rend compte que, par contre, ces gens-là sont démesurément représentés toutefois dans plusieurs endroits, incluant les urgences de l'hôpital et les prisons, comme Catherine le disait. Donc, on pourrait même se questionner, est-ce que c'est une bonne façon de faire ou est-ce que c'est une bonne utilisation de nos ressources quand on sait qu'on laisse derrière des citoyens et des citoyennes dans des situations historiques, culturelles, de grande précarité, de grande souffrance et des gens dont c'est l'historique de vie. Donc, il y a même un questionnement sur qu'est-ce que c'est notre responsabilité populationnelle envers nos citoyens les plus vulnérables et est-ce que ce n'est pas vers eux qu'on devrait d'abord regarder? Mais ça, c'est un débat de société. Donc, je rembobine pour dire que, bien, évidemment, mettons qu'on donne l'exemple de la COVID et de l'itinérance et de la COVID, puisque c'est pour ça que je suis là aujourd'hui,
Bien, c'est sûr que si on dit, quand vous avez la COVID, si vous pensez que vous avez la COVID, vous devez prendre un rendez-vous. On se rappelle, hein, la première vague, vous devez prendre un rendez-vous. Vous devez avoir un téléphone. Vous devez savoir où appeler. Vous devez être capable d'attendre 2 heures au téléphone pour avoir un contact avec quelqu'un qui va vous dire que dans 5 jours, vous allez avoir une place dans une clinique de dépistage. Vous devez avoir votre carte d'assurance maladie quand vous allez y aller et vous devez attendre 2 à 3 heures avant de passer. Ensuite de ça, on doit pouvoir vous rejoindre pour vous donner votre résultat. Si votre résultat est positif, on va vous demander de vous en aller chez vous puis de vous isoler. Et vous allez vous débrouiller avec votre famille et vos amis pour toute votre réalité usuelle, c'est-à-dire avoir de la nourriture, peut-être avoir votre petit verre de vin qui est bien important pour vous le soir, puis c'est bien correct comme ça. Bien, imaginez tout ce que je viens de vous dire si vous êtes à la rue, si vous êtes dans une situation où vous consommez de façon tellement régulière que si vous passez plusieurs heures sans consommer, vous tombez en sevrage. Donc, évidemment, il n'y a rien qui a été pensé pour ce genre de situation-là et on s'est retrouvé à laisser de côté tout un pan de la population qui est un pan démesurément fragile et effectivement surreprésenté au niveau des facteurs de risque pour la COVID puis des risques de complications. Ceci dit, j'aime bien dire ce que plusieurs ont dit aussi par rapport à la situation des CHSLD. Tout ce que je vous dis là était déjà vrai avant la COVID. La COVID a mis en lumière des inégalités sociales ou des enjeux d'organisation de services ou même des enjeux de culturellement comme société, de qui on choisit de s'occuper d'abord. C'était tout là avant la COVID. C'est juste qu'on était capable de mettre ça un petit peu derrière la couverte, ça ne paraissait pas trop. Puis quand ça sortait un peu, on pouvait remettre le tapis dessus. Les CHSLD nous ont éclaté au visage, mais il n'y avait rien de nouveau. C'est juste qu'on a mis une pression supplémentaire sur une situation préexistante. L'itinérance, c'est la même chose. Est-ce que notre système de santé actuellement est adapté pour les personnes en situation d'itinérance? Est-ce qu'on a d'autres façons pour ces personnes-là que l'urgence, où ça va vite, il y a de l'attente, beding, bedang, aussitôt rentré, aussitôt sorti, de prendre en charge ce phénomène-là au niveau médical? Non, très peu. Est-ce qu'on a des portes d'accès souples, disponibles, no wrong door? Pas tant. Donc, c'est sûr qu'on a vécu quelque chose de façon très, très pointue, mais qui était déjà présent. Et encore une fois, ça revient à ce qui était dit tout à l'heure. Ce qui a primé dans la COVID, c'était la santé publique, donc le risque infectieux, limiter le risque infectieux. Puis on pourrait dire, bien sûr, c'est ça qu'il fallait faire. Par contre, à chaque fois qu'on prend une décision comme ça, il faut aussi regarder qu'est-ce qu'on est en train d'engendrer avec cette prémisse-là. En voulant bien faire, on veut dépister les gens, on veut les isoler, on veut qu'il y ait un couvre-feu pour être sûr d'éviter que les personnes soient dans la rue le soir. Mais qu'est-ce qu'on engendre? Qu'est-ce qu'on engendre particulièrement pour des clientèles très, très, très vulnérables? C'est sûr que si vous êtes un consommateur d'alcool régulier et que je vous force à vous isoler 10 jours ou 14 jours, les portes barrées, vous ne pouvez pas sortir, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas accès à des substances, on vous surveille, on met un gardien de sécurité à l'entrée, vous allez tomber en sevrage. Vous allez tomber en sevrage, vous allez avoir des complications, il va falloir qu'on vous transfère à l'hôpital. Ça se pourrait même qu'on vous transfère de force à l'hôpital si vous n'êtes pas d'accord parce que vous avez la COVID. Fait qu'on a un ordre de santé publique qu'on peut utiliser pour aller contre votre gré. On va s'il le faut, on va vous forcer à vous donner des médicaments pour gérer le sevrage alors que vous n'avez rien demandé. Vous n'avez pas demandé ça. Et je vous dis ça parce que ce n'est pas ça qui est arrivé pour le citoyen moyen. Le citoyen standard s'en est retourné chez lui avec sa COVID, puis il a bien géré ça comme il voulait. Combien de personnes ont été appelées par la santé publique pour voir comment ça allait avec la COVID, puis ils étaient rendus dans un grand magasin, puis ils avaient fait le choix, discutable, de ne pas s'isoler. On n'a pas surveillé monsieur, madame, tout le monde, mais certaines populations carcérales, itinérantes, on les a surveillées,
On a amené du dépistage dans des ressources en itinérance. Donc, c'était très difficile de pouvoir contourner ces mesures-là, alors que le citoyen standard faisait le choix d'aller se faire dépister s'il voulait, faisait le choix de respecter plus ou moins les mesures d'isolement. Et comme société, bien, on n'a pas d'autre choix que de faire avec ça, et de savoir qu'il y a toujours des personnes qui vont prendre nos mesures plus ou moins. Mais là, dans certaines populations, il y avait vraiment une lumière très, très forte et on est allé dans un niveau de contrôle qui était très, très pointu, très, très impressionnant, chose qu'on n'a pas fait avec monsieur, madame, tout le monde. Et donc, tout ça pour vous dire que est venu un moment où on s'est même posé la question, est-ce qu'on devrait arrêter de faire du dépistage des personnes en situation d'itinérance? Est-ce qu'on veut vraiment le savoir que ces personnes-là ont la COVID? Ce qui est rendu le cas maintenant. Là. La 5e vague, c'est rendu facile de dire ça, mais si je vous rappelle, première, 2e vague, on était très, très stressés, on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Est-ce qu'on veut vraiment le savoir que vous avez la COVID si la réponse est oui, je vais être obligée de vous forcer à vous isoler, vous allez tomber en sevrage, je vais être obligée de vous amener à l'hôpital, on n'a plus de place à l'hôpital, on était déjà rempli, donc je génère un problème de santé que vous n'aviez pas en vous isolant parce que vous tombez en sevrage. Je vais devoir vous attacher dans un lit parce que vous commencez à être délirieux et vous injecter des médicaments, puis en plus, vous êtes une personne autochtone. Il est venu un moment où est-ce que ce n'est que la protection de la COVID, la valeur, et qu'est-ce qu'on est en train d'avoir comme ratio risque-bénéfice? Je pense que cet exemple-là vraiment démontre bien les situations éthiques dans lesquelles on a été et les enjeux, effectivement, de la certaine dangerosité du one size fits all. Vous l'avez vu comme moi, le couvre-feu qui vient aussi d'une très bonne intention sanitaire, bien, a fait en sorte qu'on a eu des personnes qui se sont réfugiées dans des toilettes chimiques et qui sont décédées de froid pendant la COVID. Donc, oui, nos interventions, même si elles sont pensées pour le bien commun, peuvent avoir des effets délétères là, pour certains groupes. Merci beaucoup, Marie-Ève. On voit vraiment bien j'allais dire, le surpoids du fardeau qu'on fait porter à certaines populations. Ce n'est pas une très belle phrase, mais ça me semble très, très, très pesant. Annie? Bien, moi, là où je vais vous amener, c'est les politiques publiques en lutte au tabagisme ont créé certaines inégalités en bénéficiant à certains groupes plutôt qu'à d'autres. Mais il y a aussi des politiques publiques qui étaient là pour justement protéger, même si c'est des politiques publiques universelles, qui étaient là pour protéger certaines parties de la population. Alors, je vais juste faire un partage d'écran parce que j'ai quelques diapos à montrer. Oh, mais je ne le vois pas. Un peu. Je m'excuse. Ça va, ça s'en vient. Ça ne sera pas long. Ben, écoutez, on va laisser faire les diapos. Ben, on le voit. Le voyez-vous? Oui, oui, on voit ta diapo. Elle n'est pas pleine écran. OK, parfait. C'est quand même suffisant pour la voir. Ça marche, OK. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est vrai que, comme Marie-Ève disait, le nombre est vraiment important, en tout cas en santé publique. Puis, je vais vous... puis, quand on parle de succès des politiques de lutte contre le tabagisme, on voit que depuis les années 2000, la proportion de fumeurs a vraiment diminué. Donc, on est passé d'à peu près 30 de la population du Québec à environ 18 Un peu la même chose s'est produit dans le reste du Canada, au Canada. Et puis, je vous ai mis les 2 étoiles, c'est les cibles que les gouvernements se donnent pour les prochaines années. Donc, de continuer à faire diminuer cette prévalence-là jusqu'à 10 pour le gouvernement du Québec en 2025, puis 5 au Canada en 2030. Juste un petit rappel que les politiques de lutte contre
le tabagisme vise l'ensemble de la population. Donc, ces mesures-là, ce qui a surtout fait diminuer la prévalence du tabagisme, c'est beaucoup le fait que les jeunes ne commencent pas à fumer. Et puis, les mesures qui sont le plus efficaces pour la prévention de l'initiation chez les jeunes, c'est les mesures qui visent les environnements. Donc, les politiques publiques qui ont, d'une part, interdit la promotion et la publicité du tabac, donc interdit l'étalage, la visibilité, donc réduit la visibilité du geste. Mais ces mesures-là s'accompagnent aussi de mesures de soutien chez les fumeurs. Mais le soutien à la cessation, ce n'est pas ce qui a contribué le plus à réduire la prévalence parce que c'est une dépendance qui est très, très forte, qui n'entraîne pas les mêmes conséquences que la dépendance à l'alcool ou la dépendance à d'autres substances psychoactives, mais qui entraîne des maladies chroniques et puis dont les fumeurs ont beaucoup de mal à se défaire. Il y a aussi, à chaque fois qu'on considère les politiques publiques de lutte au tabagisme, on se préoccupe aussi de l'effet sur les non-fumeurs. Donc, donc c'est ce qui justifie les interdictions de fumer dans plusieurs lieux. Je voulais aussi vous présenter, donc, c'est vrai qu'on a vu une diminution importante de la proportion de la prévalence du tabagisme, mais ce qu'on remarque, puis là, c'est les chiffres de 2017-18, c'est que la proportion de fumeurs est plus élevée parmi certains groupes. Et donc, ces groupes-là, c'est aussi des groupes qui ont été davantage touchés par la pandémie ou qui ont davantage subi les conséquences de la façon dont la pandémie a été traitée. Donc, les populations défavorisées, soit au niveau socio-économique, qu'on le mesure au niveau de leur revenu personnel ou au niveau de l'environnement dans lequel ils habitent, ou que ce soit par rapport en fonction du niveau d'éducation. Donc, les populations défavorisées, on retrouve davantage de fumeurs que dans les populations qui ne sont pas défavorisées. Parmi les travailleurs manuels aussi, on voit que ce groupe-là, il y a une proportion de fumeurs plus élevée que parmi les travailleurs de bureau, les travailleurs de la santé, notamment. Ça peut peut-être expliquer pourquoi il y a moins au niveau de la connaissance de cette clientèle-là. Le taux de tabagisme est faible parmi les travailleurs de la santé. Les personnes qui souffrent de troubles mentaux, qui souffrent d'anxiété, de dépression aussi, sont très dépendantes du tabac, plusieurs rechutes. Puis les populations autochtones aussi, donc un écart assez grand, très grand entre les populations autochtones et les populations non autochtones au niveau de la proportion de fumeurs. Ce n'est pas parce que ces groupes-là ne veulent pas cesser de fumer ou qu'ils veulent moins cesser de fumer que les autres. Ça, c'est un élément qui ressort des études qui ont été faites auprès de ces groupes-là, c'est qu'ils veulent cesser de fumer autant que les autres, ils veulent se défaire de la dépendance au tabac, mais souvent, ce sont des groupes qui sont plus dépendants. La dépendance est plus forte. Le tabac joue un rôle différent pour ces personnes-là, soit c'est souvent utilisé pour gérer le stress, et ils vont faire face à plus de rechutes. Ils ont des priorités aussi concurrentes qui vont entrer qui vont nuire dans le fond, là, qui vont rendre plus difficiles les démarches pour renoncer au tabac. Et finalement, je voulais vous nommer les principales politiques publiques qui ont contribué à réduire le tabagisme. Donc, les interdictions de fumer, on y pense spontanément. Ça a commencé avec les hôpitaux dans les années 90, suivi des écoles, les lieux de travail, puis finalement tous les lieux publics intérieurs, certains lieux extérieurs aussi. Et les interdictions de fumer, on l'oublie souvent, mais si on pense par exemple aux dernières interdictions de fumer qui ont été adoptées sur les terrasses de restaurants et de bars, par exemple. Donc, on a l'impression souvent que ces interdictions-là de fumer ont été adoptées parce que la fumée dérangeait les clients. Mais ce n'est pas parce que la fumée dérange les clients que ces interventions-là ont été justifiées. C'est parce que l'exposition à la fumée, même en faible quantité à l'extérieur, pour les travailleurs de restaurants et de bars, pouvait représenter un risque à leur santé de développer une maladie chronique, un cancer, une maladie respiratoire. Parce que même si l'exposition était faible, le fait que ces personnes-là devaient passer beaucoup de temps dans un lieu où ils pouvaient être exposés à la fumée, 40 heures semaine, 50 semaines par année, c'était suffisant pour augmenter le risque à leur santé. Ces personnes-là ne pouvaient pas se soustraire à cette exposition-là parce que c'est leur gagne-pain et ils méritaient d'avoir la même protection que les travailleurs de bureau.
Donc, pour ces raisons-là, en commission parlementaire, c'est ce qui a permis, c'est ce qui permettait de justifier la contrainte imposée aux fumeurs, vraiment dans un but de protection pour des travailleurs qui étaient dans une situation un peu plus précaire. Je voulais parler aussi du soutien au renoncement, mais comme principale mesure là, qui visait justement à soutenir les fumeurs qui, dépendant du tabac, de venir un peu contrebalancer les mesures de contrainte qui sont imposées par les hausses de taxes, par exemple. Les hausses de taxes, c'est une mesure qui est la mesure démontrée la plus efficace et c'est une des mesures qui a un impact positif sur l'équité. Ça veut dire qui contribue à réduire les inégalités de santé causées par le tabagisme. C'est contre-intuitif parce qu'on se dit si les cigarettes coûtent plus cher, ça impose un fardeau aux personnes qui ont moins d'argent. C'est vrai, mais au niveau populationnel, les hausses de taxes, ça bénéficie davantage aux populations défavorisées, puis ça a un impact sur l'équité positive, ça ressort dans toutes les revues qui analysent ce type d'études-là. Mais si on augmente les taxes puis qu'on met des contraintes à l'usage, il faut venir soutenir, il faut venir apporter du soutien pour compenser. Tantôt, je vous ai parlé, juste avant de parler du soutien au renoncement, tantôt, je vous ai parlé des mesures qui visent aussi l'industrie, les fabricants, les détaillants, ceux qui profitent de la vente de ces produits-là. Donc, il y a plusieurs mesures aussi qui ont visé à travers le temps à interdire finalement graduellement, mais éventuellement à interdire toute forme de publicité et de promotion pour les produits du tabac. On a caché les produits aussi dans les points de vente pour réduire les incitatifs à la consommation. C'était principalement pour éviter que les jeunes commencent à fumer, trouvent ça normal de fumer, mais ça aide aussi les fumeurs, ça enlève des indices ou ça réduit la visibilité, ça réduit les cues pour consommer du tabac. Puis, il y a aussi eu une réduction aussi du nombre et des types de points de vente qui peut encore être amélioré. Alors, finalement, pour terminer avec le soutien au renoncement. Donc, en 2000, ça fait une vingtaine d'années, le gouvernement du Québec a voulu soutenir les fumeurs en mettant en place des services gratuits, donc en offrant du soutien en personne, soit individuel ou en groupe, du soutien au téléphone, puis plus récemment, du soutien par texto. Ce soutien-là pouvait être accessible de différentes façons et c'était à la grandeur de la province. Il y avait aussi, en complémentarité avec ça, le remboursement des médicaments pour cesser de fumer, parce que puis le Québec a été novateur, un des premiers endroits, certainement au Canada, mais même comparativement à d'autres pays, où les médicaments pour cesser de fumer étaient remboursés par le régime public d'assurance médicaments et les régimes privés devaient offrir la même couverture. Les médicaments se sont ajoutés au fil du temps pour bonifier l'offre. Et au départ, il y avait seulement les médecins qui pouvaient prescrire parce que ce remboursement-là, il était accessible avec une prescription d'un médecin. Éventuellement, on a ajouté d'autres points d'accès. On a permis aux intervenants spécialisés en abandon du tabac de prescrire, aux infirmières, et maintenant, les pharmaciens peuvent aussi prescrire, ce qui augmente beaucoup l'accès à ces médicaments-là. Et finalement, les professionnels de la santé ont aussi été mobilisés pour parler du tabagisme avec leurs patients parce que ce sont les professionnels de la santé qui rejoignent le plus grand nombre de fumeurs. 80% des fumeurs voient un médecin à chaque année. Alors, c'est beaucoup plus que ceux qui se déplacent eux-mêmes pour avoir recours à un service de soutien. Et donc, toutes ces interventions-là ont été mises en place, mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, même si les services sont gratuits, il faut quand même que les fumeurs se déplacent dans un établissement de santé. Il y a parfois une peur du jugement, une perception que le service aussi ne sera pas nécessairement efficace, que ça n'aidera pas. Alors, même si ça a un impact sur l'équité positive, un peu comme les hausses de taxes, dans ce sens que l'utilisation du soutien au renoncement fait en sorte de réduire les inégalités. On voit que les services puis ce soutien-là n'est pas utilisé autant qu'il pourrait l'être, surtout pour rejoindre les fumeurs qui sont plus dépendants et qui pourraient en bénéficier davantage. Donc, je vous en parlerai peut-être à la prochaine question.
Merci beaucoup, Annie. Pendant qu'on fait le changement de PowerPoint entre toi et Catherine, juste souligner deux petites choses. C'est d'abord que tu nous rappelles la complexité d'une politique publique, parce que même si on parle d'une politique d'arrêt du tabac, on parle d'une multiplicité de mesures qui peuvent avoir des effets différents. Et puis, tu nous parles aussi de la façon de différencier dont le problème peut s'exprimer pour différents groupes et donc les effets différenciés que la politique peut avoir et comment on fait pour changer nos façons de faire. Donc, Catherine, je vais te laisser la parole pour répondre en fait à deux questions en même temps. D'abord, la question que je viens de poser à Annie et Marie-Ève. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des politiques publiques qui ont produit des effets inégalitaires pour certaines personnes ou certains groupes pendant la pandémie? Puis je te lance tout de suite notre troisième question, c'est ben, et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour que les politiques soient formulées d'une façon plus adéquate pour que les personnes que l'on souhaite aider ou que l'on devrait aider puissent vraiment en bénéficier? Merci beaucoup, Carole. Donc, je vais répondre aux deux questions, là. Puis je vais utiliser un PowerPoint parce que je vais donner beaucoup d'informations, puis c'est un peu pour vous aider là, à suivre. Ce que je vais présenter, en fait, c'est les mesures de prévention de prévention et de gestion de la pandémie qui ont été adoptées là, dans les prisons provinciales. Je trouve ça important de les mettre parce qu'il y a vraiment une disjonction entre ce qui a été recommandé par différents organismes. Entre autres, il y a eu une déclaration là, commune assez tôt dans la pandémie, là, en mai 2020, donc une déclaration commune de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, de l'OMS, de l'ONU-SIDA et du Haut-Commissariat des droits de l'homme, qui en fait traitait des lieux de détention et qui disait que la mesure de prévention la plus importante à adopter était la réduction de la population carcérale, donc la décarcération. La logique étant qu'ainsi, ayant moins de personnes dans les prisons, ça serait plus facile pour les personnes incarcérées que se distancer physiquement. Et aussi, c'était une façon de prévenir des éclosions dans les lieux de détention, des éclosions après là, qui se répercuteraient là, dans la communauté, dans la société générale. Donc, ça a été la première recommandation. Puis, il y a certaines juridictions qui ont adopté, qui ont réduit de façon drastique leur population carcérale sans augmentation là, de crimes ou de méfaits là, dans l'espace public ou dans la société. Au Québec, le ministère de la Sécurité publique affirme qu'il y a une stratégie de réduction de la population carcérale de deux façons. La première, c'est peut-être le décret qui a eu le plus d'effet. Dans les prisons provinciales, à peu près 10 à 15 des personnes qui sont incarcérées qui purgent ce qu'on appelle des peines de fin de semaine. Donc, ils vont être incarcérés seulement la fin de semaine et qui vont travailler à être dans leur lieu, dans leur logement et qui vont aller purger des peines de fin de semaine, plusieurs fins de semaine de suite. Donc, très rapidement, là, au tout début de la pandémie, il y a une suspension de ces peines. Donc, les personnes n'avaient pas besoin de se présenter à leur prison, mais plutôt de faire un suivi là, avec un agent de probation de libération conditionnelle là, selon les cas. Il y a eu un second décret après le décès de M. Langevin, Robert Langevin, à la prison de Bordeaux. Il y a un second décret qui a été adopté qui stipulait que certaines personnes très, très, très ciblées pouvaient être libérées, être sorties de prison. Ce qu'on a vu, puis c'est un peu la conclusion de la protectrice citoyenne, c'est que cette seconde mesure-là a eu en fait très peu d'impact. Il y a eu une réduction de la population carcérale au Québec, mais elle a été surtout due au fait que les tribunaux ont ralenti. Donc, ce n'était pas tant qu'il y a eu des mesures pour sortir les gens de prison, c'est que simplement, il y a moins de gens qui sont arrivés aux portes de la prison. La seconde mesure de prévention, évidemment, qui a été mise à l'avant, c'est des campagnes de vaccination dans les lieux de détention. Dans les prisons, dans les pénitenciers, les prisons fédérales, les personnes incarcérées étaient considérées comme une population prioritaire là, pour recevoir les vaccins. Ce qui est particulier dans les prisons provinciales, c'est qu'on n'a eu aucune information sur la campagne de vaccination qui s'est faite dans les lieux de détention, dans les prisons provinciales. On sait qu'il y a eu des campagnes de vaccination, on le sait par des personnes incarcérées qui y ont participé, qui ont reçu le vaccin, mais il n'y a aucune information qui a été rendue publique là, sur comment ça a été organisé, quand les personnes ont eu accès au vaccin, etc. Donc, d'autres mesures de prévention qui sont recommandées là, dans les lieux de détention, c'est les mesures de distanciation physique, donc le fameux 2 mètres, qui est très difficile là, à faire dans les lieux, dans les prisons, évidemment, où les cellules sont souvent partagées. Donc, les mesures de distanciation, elles sont recommandées pour les personnes incarcérées, mais le ministère reconnaît en même temps que ce n'est pas nécessairement possible. Et il y a des mesures très strictes qui ont été mises en place pour les travailleurs,
en incluant le matériel de protection. Et les personnes incarcérées n'ont pas le droit nécessairement au même matériel de protection lorsque ils ou elles interagissent avec autant des agents que d'autres personnes incarcérées. Une autre recommandation qui a été faite assez tôt par l'OMS, c'était de dire, mais plutôt pour gérer, pour prévenir en fait les éclosions dans les milieux de détention quand une nouvelle personne arrive dans la prison, plutôt que de la mettre en quarantaine, c'est de faire un test de dépistage aussitôt que la personne rentre dans les murs. Et l'argument pour ça, c'est de dire, mais c'est parce que l'isolement en quarantaine a tellement d'effets nocifs sur la santé mentale et la santé physique des personnes qu'on est mieux de tester plutôt que d'enfermer les gens là, pour des périodes de 14 jours. Ça, la quarantaine, elle a été adoptée très, très tôt dans la pandémie. Donc, les personnes qui arrivaient, qui étaient nouvellement incarcérées, qui arrivaient en prison, étaient mises en quarantaine pendant 14 jours dans des conditions très strictes, dont je vais parler plus loin. Puis, à chaque fois qu'elles étaient transférées de lieu de détention, elles étaient remises en quarantaine. Donc, par exemple, pour des femmes qui arrivent, des femmes inuites, comme le principal centre de détention est à Montréal, on sait qu'elles vont faire jusqu'à 2 ou 3 transferts avant de se rendre à la prison Leclerc, la prison pour femmes qui est en fait située à Laval. Donc, ça veut dire ça, 3 quarantaines de fil, donc 3 fois 14 jours, avant d'être dans la population générale. Donc, il y a des personnes qui ont été en quarantaine là, pour de très, très longues périodes. Et la dernière mesure de prévention, c'est évidemment la question des visites. Donc, pour prévenir l'éclosion en prison, mais prévenir que le virus puisse rentrer dans les murs de la prison. Et donc, l'OMS, il y a plusieurs agences qui ont souligné l'importance de limiter les visites, évidemment, mais de tenir compte des situations particulières, comme par exemple des mères qui sont incarcérées pour qu'elles puissent avoir la visite de leurs enfants. Aussi des situations de s'assurer qu'on puisse pallier en fait à la suspension des visites. Dans les prisons provinciales, chaque personne incarcérée a le droit à une visite d'1 heure par semaine avec ses proches. Dans certains cas, ça peut être des visites plus longues. Mais ce qui a été implanté, en fait, c'est qu'il y a une suspension des visites quand même assez importante. Donc, comme je le disais tantôt, les proches n'ont toujours pas accès, ne peuvent pas visiter les personnes incarcérées depuis mars 2020, donc ça fait 2 ans. Les avocates et avocats, il y a des périodes où ils ne pouvaient pas aller en prison rencontrer leurs clients-clientes, mais ça a changé là, selon les vagues et les éclosions là, dans les lieux de détention. Les organismes communautaires ont eu accès aux lieux de détention dans les prisons provinciales à l'automne passé. Ils y sont retournés, mais comme il y a eu des éclosions, ça a été encore une fois suspendu. Et aux dernières nouvelles, là, selon les prisons, ce n'est pas partout qu'il y a eu un retour là, des groupes de soutien des organismes communautaires. Et aussi qu'on parle de la suspension des visites, mais c'est aussi la suspension des sorties. Donc, les sorties supervisées font partie de la logique de réinsertion là, du régime carcéral. Donc, on va permettre à une personne en fin de peine de sortir de la prison pour différentes raisons. Mais il y a une suspension presque totale des sorties, sauf en cas d'absolue nécessité, surtout dans des cas d'urgence médicale, je vous dirais. Donc, une fois qu'il y a une éclosion, parce qu'il y a eu des éclosions, comme je le dis, dans plusieurs prisons provinciales, donc comment est-ce que les éclosions ont été gérées? Mais en fait, comment elles ont été gérées principalement, ça a été par l'isolement. Donc, d'isoler la personne infectée ou la personne à risque d'être infectée, c'est comme ça qu'on a géré la pandémie en prison. Puis ici, je vais faire une distinction entre isolement médical et une quarantaine médicale versus un isolement en cellule tel qu'il a été implanté dans les prisons provinciales. Donc, et là, c'est un peu une description qui est faite par un groupe qui s'appelle AMEND, qui est un groupe je dirais, de défense de droit, un peu au droit à la santé en fait, des personnes incarcérées aux États-Unis. Puis, ils font une description de ça devrait être quoi un isolement médical. Donc, une personne qui est incarcérée, qui a la COVID, comment elle devrait être isolée? Bien, d'abord, la supervision d'un isolement médical doit se faire par du personnel médical, pas par des agents correctionnels ou du personnel de surveillance. Il faut que la personne puisse avoir un accès gratuit à des loisirs parce qu'elle est nécessairement enfermée, sans accès, sans possibilité de parler à quelqu'un d'autre, etc. Donc, avoir accès, que ce soit à Internet, à des livres, à des appels, etc. Une sortie à l'extérieur, donc dans la cour de 1 à 2 heures par jour. Des informations en continu sur la durée de l'isolement, donc savoir à chaque jour quel délai lui reste, c'est quoi son résultat de test, etc. Une ventilation adéquate, des appels gratuits, etc. Ce
qui a été adopté dans les prisons provinciales, c'est en fait un isolement qui ressemble, qui est en fait tout à fait similaire à un isolement disciplinaire. Donc, l'isolement est utilisé dans les prisons, mais pour gérer des personnes considérées comme dangereuses ou problématiques ou qui ne respectent pas le régime carcéral. Et donc, l'isolement a une vocation punitive. Dans le cas des personnes qui ont eu la COVID et qui étaient incarcérées, quand elles avaient un cas positif, ce qui est beaucoup ressorti, c'est qu'elles étaient en fait 24 heures sur 24 en cellule, donc soit seules en cellule, soit avec une autre personne dans la cellule, avec un accès très limité aux douches, voire un accès inexistant aux douches, aux salles de bain, à des événements de rechange, au téléphone et à des services de soutien. Donc, c'était vraiment des personnes qui étaient enfermées dans une pièce à peu près grande comme une place de stationnement ou un peu plus grande, une place de stationnement et demie, qui était incarcérée avec un petit lavabo, un bol de toilette 24 heures sur 24. Il y a eu des enjeux importants au niveau de l'accès aux soins de santé et à la médication, surtout durant la première vague. Donc, des personnes qui n'avaient pas accès aux médicaments lorsqu'elles étaient isolées là, parce qu'elles étaient des cas positifs. Donc, ça, c'était l'isolement pour les personnes qui étaient positives à la COVID-19. Comme je le disais tantôt, il y a eu aussi des cas de 14 jours à l'admission. Les personnes étaient placées en quarantaine. Donc, elles étaient, elles aussi, dans leur cellule pour de très, très longues périodes avec des sorties à l'extérieur dans la cour très limitées. On parle d'une demi-heure par semaine, ainsi que des sorties hors cellule pour aller dans le secteur qui était hebdomadaire plutôt que journalière, disons. Et à certains moments de la pandémie aussi, il y a eu l'isolement dans des unités de transition. Donc, c'était des personnes qui étaient admises, qui avaient fait leur quarantaine, après qu'elles allaient en unité de transition avant d'aller dans la population carcérale générale. Et la principale mesure d'atténuation, en fait, il y en a eu deux. La première, c'est quand il y avait un isolement strict en cellule, la personne avait accès à un cellulaire ou un téléphone pour faire des appels, mais sous la supervision d'un agent correctionnel ou d'une agente. Et ensuite, ça a été une carte d'appel de 30 par mois qui était versée là, aux personnes. Mais il faut savoir que les appels en prison provinciale coûtent très cher. Donc, 30 c'est à peu près l'équivalent d'une heure maximum d'appels interurbains pour le mois. Donc, ça vous donne un peu une idée. Donc, la gestion de la pandémie, puis ça, je vais vous mettre le lien que j'ai mis ici en bas. La gestion de la pandémie pour les personnes incarcérées, ça a été une prison dans une prison. Puis ça, c'est une citation là, qui vient d'un article du Devoir où une personne incarcérée à Bordeaux a parlé de son expérience. Donc, on le sait que l'enfermement dans une cellule, l'isolement pour une période de plus de 14 jours est considéré comme une forme de torture selon les règles de Nelson Mandela et ça a des effets importants sur les personnes, autant au niveau de leur santé mentale que physique. Je vous ai mis ici quelques exemples d'effets nocifs, donc anxiété, dépression, perturbation du sommeil et de l'appétit, hypertension, troubles cognitifs, etc. Tout en sachant aussi que c'est les populations qui sont en milieu carcéraux qui, on sait, peuvent déjà présenter des problèmes de santé mentale, de dépendance, etc. Donc, ça a un effet encore plus important pour ces populations-là. Il y a aussi, je vous ai mis le lien ici, si vous voulez écouter, c'est des femmes qui ont appelé cet hiver là, du centre de détention Leclerc, qui ont appelé une journaliste et on entend leur voix, on entend leur témoignage où elles décrivent leur expérience d'être littéralement dans une cage et d'être abandonnées à leur sort. Donc, pour peut-être venir répondre aux deux questions, là, après vous avoir fait un peu cet état des lieux, mais il y a eu des effets inégalitaires importants sur les personnes incarcérées dans la gestion là, de la COVID. Comme je le disais un peu en introduction, ce qu'on voit en fait dans les prisons, c'est que la santé, c'est un peu une géométrie variable. Donc, il y a une primauté de la loi et de l'ordre, du paradigme de sécurité publique qui va s'imposer dans les prisons. Et c'est pour ça qu'on n'a pas libéré les personnes, qu'on n'a pas sorti les gens de prison. C'était cette crainte qu'il allait avoir une hausse du crime et qu'on libérait des personnes dangereuses quand, dans les faits, les personnes incarcérées dans les prisons provinciales, la plupart sont en attente de procès ou purgent des peines très, très courtes. Donc, cette logique-là de surveillance et d'enfermement, même si ça portait atteinte aux droits fondamentaux des personnes incarcérées, à leur droit à la santé, elle a quand même été maintenue. Et ça démontre en fait que les politiques publiques sont en compétition avec différents dispositifs ou régimes là, de gouvernementalité. Un autre élément, puis je vais finir là-dessus, je sais que j'ai pris beaucoup de temps, mais c'est la question des injustices épistémiques vécues par les personnes incarcérées. Quand on parle des politiques publiques, puis comment améliorer les politiques publiques, je pense une revendication qui a été faite par tous les groupes et les personnes incarcérées elles-mêmes, c'est de dire, les personnes qui vivent l'isolement en ce moment, elles peuvent absolument donner des pistes, des solutions, des aménagements, une situation de gérer la pandémie
autrement dans les murs. Puis, on dit souvent que c'est des populations difficiles à rejoindre, mais ce qui est paradoxal dans les prisons, c'est qu'elles sont littéralement captives, ces personnes-là. Donc, elles peuvent partager, elles peuvent absolument se mobiliser puis participer, en fait, à la gestion d'une pandémie dans un lieu de détention. Puis jamais, 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 elles ont été consultées là, dans ce processus-là. Alors, voilà. Merci beaucoup, Catherine. Alors, sur ces mots, puis je vois que le temps file, mais on va prendre le temps de répondre à la dernière question pour Annie et Marie-Ève. Alors, Annie, qu'est-ce qu'on fait pour que les politiques publiques soient formulées pour mieux rejoindre les publics qu'elles cherchent à aider? Bien, ma réponse va être quand même courte. On ne sait pas beaucoup quoi faire. On manque d'informations parce que, comme Thomas Sayas l'a bien dit plus tôt ce matin, il y a énormément d'études scientifiques qui décrivent l'ampleur du problème, mais il y a très peu d'études qui nous donnent des pistes de solutions pour réduire les inégalités. Donc, la réduction des inégalités, c'est une priorité de santé publique, c'est une priorité qui est transversale. Donc, en tabagisme, c'est le cas, mais pour plein d'autres éléments de la santé, même du gouvernement en général, mais quand arrive le moment de conseiller le ministère pour dire qu'est-ce qu'on devrait faire pour mieux rejoindre les groupes que nos politiques universelles ont moins rejoints, on a très, très peu de pistes. Il y a quelques études. Souvent, les études sont disparates. Elles sont réalisées dans des contextes différents. Puis on sait qu'au niveau des politiques publiques, le contexte est vraiment important parce que c'est pas comme, par exemple, on peut facilement transférer l'information sur l'efficacité d'un médicament d'un contexte à l'autre, mais sur une politique publique, bien, ça dépend de ce qui est déjà adopté, ça dépend de la population. Donc, par contre, ce qu'on sait, les pistes qu'on a, c'est au niveau des services de soutien au renoncement au tabac, on parle d'amener les services plus près des gens. Donc, plutôt que de leur demander de se déplacer, d'avoir recours aux services en allant au CIS, au CIUS, donc d'amener les services là où sont les personnes qui fument, que ce soit des organismes communautaires, que ce soit au niveau de leur lieu de travail, que les services ne soient pas nécessairement offerts par le milieu de la santé. Ça pourrait très bien être offert par des gens par des organismes communautaires. Donc, est-ce que ça a vraiment besoin de passer absolument par le milieu de la santé? Peut-être pour l'accès aux aides pharmacologiques, mais pas nécessairement pour le soutien au renoncement. Ensuite, qu'il y ait plus de flexibilité. Au niveau du remboursement des médicaments, par exemple, en ce moment, ce qui est remboursé, c'est 12 semaines de traitement une fois par année. Alors, pour des fumeurs très dépendants qui font plusieurs rechutes, si on est obligé d'attendre à l'année prochaine avant de faire un deuxième essai, ce n'est pas très aidant. Donc, il y a plusieurs médecins même qui ont publiquement demandé que le remboursement des médicaments soit plus flexible, soit plus adapté aussi aux fumeurs qui sont plus dépendants. D'améliorer la proactivité aussi, plutôt que d'attendre que la personne ait recours elle-même au service, d'essayer de leur offrir le service de façon plus proactive. Il y a des démarches qui sont faites en ce moment au niveau aussi des hôpitaux pour essayer de rendre l'accès plus systématique aux services qui sont démontrés efficaces. Il y a aussi la notion, puis ça c'est important parce que c'est inscrit dans la stratégie de lutte contre le tabagisme québécoise. On parle même pour essayer de trouver les façons d'améliorer les services, d'impliquer les clientèles dans la planification des interventions. Puis ça, c'est écrit noir sur blanc dans un document. Puis quand c'est écrit, c'est important parce que ça donne encore plus ça permet ça donne plus de place, plus de visibilité à ces interventions-là. Il y a aussi des améliorations de la formation des professionnels de la santé. Parce que, par exemple, les clientèles qui souffrent de troubles de santé mentale utilisent beaucoup les services, puis même s'ils sont peu nombreux, ils rappellent souvent que les intervenants n'ont pas nécessairement été formés pour bien répondre aux besoins de ces clientèles-là. Alors, ça, c'est pour les services qui touchent le tabagisme en particulier. C'est sûr que ce qui est important aussi de ne pas oublier, c'est de mettre en place des mesures de lutte à la pauvreté qui sont plus macro, donc qui ne touchent pas juste le tabagisme, mais qui impliquent d'agir au niveau des conditions de vie des gens.
ça demeure un élément qui est important, même si ce n'est pas uniquement du ressort du ministère de la Santé. Et je voulais terminer en mentionnant que le processus d'adoption des politiques publiques, quand c'est par exemple pour une loi, parce qu'il y a eu les lois, ça a été ça a pris beaucoup de place là, dans les interventions de lutte aux tabagistes. Donc, puis moi, j'ai eu la chance de participer à quelques commissions parlementaires à réagir en rédigeant des mémoires à des projets de loi qui étaient proposés. Puis, les chiffres sont très, très parlants, ont beaucoup de poids. Mais quand vient le temps de présenter un projet de loi, les décideurs, quand il y a des consultations parlementaires, les décideurs sont très, très à l'écoute des expériences puis des préoccupations des personnes. Donc, les députés qui siègent à une commission parlementaire, moi, ce que j'ai vu, en tout cas, ça ne veut pas dire que ça représente l'ensemble des commissions parlementaires, mais moi, j'ai senti un intérêt réel d'améliorer la situation, d'améliorer les interventions, puis d'améliorer les conditions de vie de la population de la part des députés qui étaient là, puis qui sont des personnes qui sont proches de leur population. Et donc, oui, les chiffres, puis les coûts, puis en tabac, c'est sûr que ce qui nous aide comparativement à d'autres problématiques, c'est qu'on est capable de chiffrer les décès, on est capable de chiffrer les coûts. Ce n'est pas vrai pour toutes les problématiques. Quand il y a des aspects sociaux qui sont impliqués, c'est dur de chiffrer ça. Mais quand même, les expériences des personnes, il y a vraiment une écoute pour ça, puis ça peut réellement influencer. Est-ce qu'une commission parlementaire, c'est facilement accessible à tout le monde? Non. C'est intimidant, mais il y a quand même des groupes qui représentent des groupes de défense d'intérêt, des associations qui participent à ces commissions-là. Puis je pense qu'il faut utiliser toutes les voies qui sont possibles. Alors voilà. Merci beaucoup, Annie. Marie-Ève? Bien, pour continuer dans ce sens, peut-être à un niveau un peu plus micro et continuer sur l'exemple du Royal Victoria, je pense aussi qu'à la base de plusieurs choses qu'on a discutées, il y a aussi le stigma et le fait que tous les citoyens ne sont peut-être pas égaux par ailleurs. Et à cela, peut-être comme solution, je poserais un peu la philosophie de la réduction des méfaits qui a été utilisée pour développer l'unité d'isolement pour les personnes en situation d'itinérance qui avaient la COVID au Royal Victoria. On est allé dans une approche, premièrement, très humaniste. Tout le monde a sa place, tout le monde a ses besoins. Puis aussi un volet très, très pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne? On veut tous que ça se passe bien. On veut que les gens soient bien. On veut qu'ils s'isolent de façon confortable. On veut respecter un peu plusieurs des mesures qui auraient dû être implantées en prison, comme tu disais, Catherine. Les gens ont l'obligation de s'isoler. On va vouloir que ça se passe de façon le plus confortable possible. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer que ces personnes-là, ou qu'est-ce qu'elles vont nous dire qu'elles ont besoin pour que ça se passe bien? Une des choses qu'elles nous ont, elles nous ont dit plusieurs choses. On veut avoir des loisirs, accès au téléphone, on veut pouvoir avoir nos animaux de compagnie avec nous parce qu'on vit dans la rue avec notre chien, puis on veut, exemple, pouvoir continuer notre consommation parce qu'on n'est pas ici pour faire une désintox, on est ici pour nous s'isoler contre la COVID. Et donc, on fait le choix de la neutralité et du pragmatisme et de l'humanisme ici, et ça veut donc dire, bien, tolérer la consommation, fournir de l'alcool, permettre l'injection sur place pour que ces personnes-là puissent avoir accès à ce dont elles ont besoin pour que ça se passe bien. Après ça, effectivement, dans les milieux des personnes qui utilisent des substances psychoactives, on entend beaucoup rien sur nous sans nous. Donc, ça revient à ce que vous disiez, mes deux collègues, de comment est-ce qu'on peut inclure la voix des personnes qui vont avoir les services ou à être les principaux touchés par des politiques publiques pour être sûr de pouvoir, autant que possible, avoir des politiques publiques, oui, mais adaptées, flexibles, avec peut-être une certaine proportionnalité dans certains cas ou pour certaines personnes. Spécifiquement dans le réseau de la santé dont je suis issue, il existe une très grande confusion aussi sur laquelle je pense qu'il faut qu'on continue de marteler. On va beaucoup entendre, mais on est correct, tout le monde a le même accès. Tout le monde peut être traité pour la dépendance, pour le tabac, pour le cancer s'il le souhaite.
c'est juste. On donne à tout le monde les mêmes chances. Et cette confusion-là, je trouve, elle est génératrice de beaucoup de frustration, voire même d'exclusion pour certaines personnes, parce qu'il me semble qu'il faut repositionner la justice à la fin. Ce qu'on veut, c'est le même résultat pour tout le monde. Et pour y arriver, les moyens devront être différents. Et oui, pour certaines personnes, on va permettre de venir sans carte d'assurance maladie. Oui, pour certaines personnes, on va permettre de venir sans rendez-vous, un mode drop-in. On va aller en proximité chercher les personnes. On va en faire plus parce que dans une vision équitable de l'accès aux soins, bien, pour certaines personnes, il va falloir fournir plus de services, plus d'adaptation, plus de flexibilité dans un souci qu'au bout de la ligne, nous ayons tous le même état de santé. Puis je vous le dis, ça a l'air évident dit comme ça, mais c'est une très grande confusion et dans la population et dans le réseau de la santé qui fait en sorte que des fois, on va retourner de bord des personnes pour dire qui attendent comme tout le monde 4 heures, 6 heures, 8 heures. Voilà. Sinon, de façon plus macro, je pense que ce qu'on a tous dit d'une façon ou d'une autre, c'est qu'est-ce qui est à la base du fait que certaines populations vont se retrouver dans des situations de plus grande précarité? Qu'est-ce qui va faire en sorte que certaines populations vont être plus incarcérées, vont fumer plus, vont être plus dépendantes aux substances psychoactives? Et on revient toujours aux inégalités sociales de santé. Et je pense qu'effectivement, si on veut prendre quelques pas de recul puis regarder des choses de façon beaucoup plus macro, il faut qu'on se pose la question aussi sur quelle politique publique on veut prioriser et où est-ce qu'on veut mettre notre temps, notre argent puis notre énergie, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire d'une pierre plusieurs coups si on visait la lutte à la pauvreté, si on visait la lutte à la stigmatisation, puis, dans le cas des populations que moi je sers, aussi tout le volet de l'accès à un logement à faible coût. Donc, c'est à la base, et si on réglait tout ça ou si on allait vers ces politiques-là, bien, probablement que tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui serait quand même beaucoup amoindri. Après, je pense aussi en terminant qu'on a une certaine responsabilité sociale de s'assurer effectivement de c'est qui les gens qu'on n'entend pas, c'est qui nos personnes les plus fragiles. Et je pense qu'il faut qu'on peut-être prenne une décision sociétale. Est-ce que tous les êtres humains sont égaux par ailleurs? Et à ce moment-là, si c'est oui la réponse, bien, on a un certain devoir puis une certaine responsabilité. Et aussi de toujours garder un œil justement sur nos politiques publiques qui sont faites avec un souci de bienveillance puis de bien faire, mais toujours garder un œil critique sur qu'est-ce qui peut arriver qu'on n'a pas vu venir et comment est-ce qu'on peut s'ajuster pour être sûr de ne pas laisser des gens derrière. Je m'arrêterai là-dessus. Merci beaucoup, Marie-Ève. Ce que tu dis, c'est tellement vrai puis c'est tellement paradoxal. C'est comme si on avait découvert tout ça pendant la pandémie, ces inégalités. Mais au tout premier mois de la pandémie, l'anthropologue français Didier Fassin a écrit un texte pour dire on n'est pas tous égaux face à la pandémie. Il y a une époque où on entendait dire qu'on était tous dans le même bateau et déjà on savait que ça n'était pas vrai. Alors 2 ans plus tard, on est toujours en train d'essayer de rattraper ce retard-là, c'est ce qui est assez effarant. Et puis bon, vos interventions, merci beaucoup. Je pense qu'elles ont beaucoup mis l'accent encore une fois sur la question des valeurs. On voit que la santé, c'est une valeur qui est multiforme, puis ce n'est pas forcément le plus important tout le temps. Puis peut-être qu'on l'a beaucoup défini en termes d'absence d'infection, mais il y a d'autres façons de définir la santé, de définir le bien-être qui ont été négligées pendant de grands moments. Alors, sur ce, il nous reste officiellement 6 minutes dans le temps de la table ronde. On va pouvoir déborder peut-être un petit 5 minutes si vous avez le temps, mais je vous invite à poser vos questions soit en levant la main ou en écrivant dans le chat en bas. Oui, Joanne. Je voulais juste prendre 2 petites minutes pour remercier beaucoup les échanges et les participantes de ramener encore une fois sur la table
des éléments en théorie, on devrait savoir. Et c'est plus de l'ordre, un peu de commentaire. En parlant avec une collègue française, euh, elle se disait frappée par l'ignorance qu'elle rencontrait autour d'elle de situations, alors qu'on le sait. Et je pense que c'est un phénomène, enfin, là, je parlerai presque plus à titre personnel, mais c'est un phénomène que on a aussi rencontré avec la COVID-19, à quel point, malgré qu'on ait des politiques d'analyse intersectionnelle, du développement de politiques publiques, malgré qu'on ait tout ça, si vous avez rencontré une et une seule mesure qui a été édictée, qui a pris en compte des différences entre les personnes, ben, vous m'en ferez part parce que j'en ai pas rencontré en ce qui me concerne. Et ça demeure, j'ai pas la réponse, mais ça demeure extrêmement fascinant, notre capacité d'oublier ce que l'on sait. Parce qu'on le sait, hein, on les connaît, ces inégalités. Il ne faut pas plus de recherche pour connaître les inégalités. Il faut plus de recherche pour essayer de comprendre comment on fait pour les oublier constamment. Mais encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Joanne. Peut-être je rajouterais un petit mot juste pour dire qu'on n'oublie pas quand même, comme Marie-Ève, tout le personnel des établissements de santé, parce qu'on sait que vous travaillez tous dans des conditions déplorables, et puis c'est le cas dans bien d'autres administrations aussi dont on a moins parlé pendant la pandémie, mais qui ont tout aussi peu de ressources et qui se trouvent pris avec des décisions sur lesquelles ils n'ont pas beaucoup de prise non plus. Donc, juste rappeler ça dans l'équation. Est-ce qu'on a des questions, des réactions pour nos intervenantes, que ce soit pour Catherine sur les femmes incarcérées, pour Marie-Ève avec les personnes en situation d'itinérance, le modèle qu'elle a mis en place pour faire en sorte que les gens puissent rester bénéficier de leurs soins, que ce soit pour Annie et puis les tensions des politiques universelles en principe, mais qui ne le sont pas en pratique. Je ne vois pas de main levée. J'ai vu, Harvey, que vous aviez rallumé votre caméra. Est-ce que c'était pour intervenir? Oui, allez-y. Oui, c'est juste j'ai une question le rôle des protections des citoyens ou des ombudsmen. Je ne sais pas le mot en français, le ombudsman, parce que où je suis un membre de McGill University Health Center, nous avons un ombudsman qui doit avoir des changements dans le système, même pas juste de protection des citoyens de tout dans les prisons, de tout ça, parce que moi aussi, j'ai visité des prisons. J'aime ça juste voir plus d'institutions, beaucoup des protecteurs, des citoyens, des groupes ciblés. Merci, Harvey. Est-ce que quelqu'un veut lui répondre parmi nos panélistes? Oui, Catherine? Oui, bien, je peux répondre. En fait, dans les prisons, il y a dans les pénitenciers, il y a mon Dieu, là, j'ai un blanc, mais il y a un ombudsman spécifiquement pour les pénitenciers. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un bureau qui a publié, c'est le bureau de l'enquêteur correctionnel, qui a publié des études très, très, très critiques sur l'isolement, les suicides en détention. C'est vraiment une institution qui est critique et qui se détache puis qui a un rôle de surveillance, en fait, des lieux d'incarcération des pénitenciers. Ce qui est particulier dans les prisons provinciales, c'est que c'est le protecteur du citoyen qui devrait avoir ce rôle-là d'ombudsman, mais qui fait surtout, je dirais, de la médiation. Et c'est surtout que le protecteur du citoyen a plusieurs mandats. Donc, il fait la protection du citoyen dans les CHSLD, dans santé et services sociaux, dans la sécurité publique générale. Donc, c'est un mandat un peu qui se noie dans d'autres enjeux. Donc, il y aurait moins ça fait moins fils de chien de garde, je dirais, mais ce qui demeure, tout au moins pour le milieu carcéral, c'est le manque, en fait, de transparence pour les proches des personnes incarcérées, pour les personnes incarcérées elles-mêmes. Donc, il y a des organisations qui ont ce rôle-là, mais ça demeure qu'elles sont quand même très loin là, de la réalité terrain, là, souvent.
Merci. J'ai envie de rajouter, Carole, brièvement, puis ça ne répondra probablement pas à la question, mais effectivement, on a des entités dans chacune, dans le réseau carcéral, dans le réseau des CHSLD, en santé, dans les hôpitaux, pour protéger les usagers, les citoyens. Mais effectivement, c'est à se demander comment est-ce que, je veux dire, on a vu dans les médias Joyce Echaquan, et pourtant, tout ça perdure. Donc, comment ces entités-là peuvent se battre contre des institutions d'une lourdeur et dont, à la base même de la façon dont on donne les soins, dont on fait l'épisode de détention. Donc, c'est des petits cas souvent individuels qui vont donner lieu à des petits changements ou à des coups de bâton sur des têtes ou des têtes qui vont sauter. Mais dans les faits, souvent, ce dont on parle, c'est quelque chose de beaucoup plus gros. Et même, on est dans une tension, puis là, je ne veux pas repartir à un autre débat, entre la science, ça revient à ce qu'on dit à l'intervention tantôt, ce que l'on sait avec la science depuis longtemps et ce que l'on fait parce que probablement, sociétalement, on a décidé que la drogue, c'était mal et que les gens qui volaient devaient être isolés dans des cellules. Mais est-ce que ça fonctionne? On n'a pas de données qui nous dit qu'isoler quelqu'un 14 jours avec pas de stimuli, pas de sortie, pas de contacts sociaux, que ça va aider cette personne-là à aller mieux dans la vie. Au contraire, toutes les données nous montrent qu'il ne faut pas faire ça, qu'on s'approche, comme tu disais, Catherine, de la torture. Même chose pour le rapport aux substances. Donc, on sait ce qu'on a à faire, mais ce n'est pas ce qui est fait actuellement. Et je pense que le milieu carcéral et le milieu des substances psychoactives sont les deux grands exemples où on sait ce qu'on a à faire, on a la science à notre appui, mais ça peine à s'implanter dans la réalité. Merci beaucoup, Marie-Ève. Des fois, je pense à toutes ces organisations, puis je me dis, on devrait faire une recherche sur le pouvoir des routines et comment les routines de fonctionnement ont une influence sur ce qu'on ne fait pas. On a une question de Omar, et puis je vous laisserai lire en parallèle la réponse de Gilbert sur pourquoi peut-être on ne recourt pas suffisamment aux protecteurs du citoyen. Omar, c'est à vous. Merci beaucoup. C'est plus une réaction qu'une question. En fait, il y a une fameuse expression qui dit « fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais ». Et clairement, cela fait plusieurs siècles que chaque siècle, on a une pandémie. Et les pandémies, siècle après siècle, n'ont donné aucune leçon à l'être humain, dans le sens où on dit à chaque fois « ah, on n'était pas préparé ». Donc, la pandémie Covid-19, elle a bon dos, mais les problèmes existaient bien avant la pandémie. En fait, la pandémie, c'est que la partie visible de l'iceberg. Aujourd'hui, il y a des acteurs en santé publique qui travaillent sur des actions de prévention, des actions de promotion basées sur des données probantes. Je pense par exemple à des laboratoires comme à l'Université de Chambéry en France, spécialisés en prévention de la santé, ou à Montréal, à l'UQAM, ou dans d'autres universités, où il y a des laboratoires qui travaillent sur les inégalités de santé, mais à entendre les politiques, et sans vouloir rentrer dans un débat, on a l'impression que c'est une problématique qui va au-delà de la faisabilité. Et aujourd'hui, c'est malheureux, mais les seules choses qui permettent de faire bouger les choses sont les personnes qui font des alertes, notamment via les réseaux sociaux, comme on a pu le voir par exemple, un truc qui est complètement annexe, mais avec la personne qui a été maltraitée par des policiers, je ne veux pas écorcher son nom, et qui a fait que même en France, on a eu des politiques au niveau du ministère de l'Intérieur où ils ont ménagé certaines choses par rapport à la prise en charge des agents de l'ordre. Et en santé, ça a été pareil. Avant la pandémie, il y a eu des hôpitaux confirmés, des zones de désert qui clairement ne recouvrent pas du tout, il n'y a pas de couverture médicale. Et là, aujourd'hui, on essaie de mobiliser, de se dire comment on peut faire, etc. etc. J'ai apprécié la présentation sur le tabac, parce que moi, je fais une thèse sur la consommation d'alcool, et on retrouve avec la même problématique de « ah, mais c'est difficile, on ne sait pas comment faire arrêter, on ne sait pas, etc. » Alors que si,
il y a des solutions, mais ça a un coût. Et moi, je me rappelle, j'ai été à l'anniversaire de la Charte Ottawa à Toulouse. Il y a eu une conférence au ministère au Conseil régional de l'Occitanie, où il y avait un chercheur américain qui était venu, j'ai oublié son nom, et je lui posais la question, mais on va attendre jusqu'à quand pour qu'il y ait des éléments qui soient faits par rapport aux addictions et la prévention des addictions, etc., etc. Et je pense qu'en fait, c'est le serpent qui se mord la queue et on se voile la face. Et je pense que tant que nous, acteurs et chercheurs, nous n'arrêtons pas ce travail-là d'amener aux politiques des solutions, et tant que parmi les chercheurs, certains ne montent pas aussi au créneau de la politique, parce qu'en fait, il y a très peu de chercheurs qui sont dans le milieu politique, qui sont décisionnaires. On est souvent en annexe, on se réfère à nous pour répondre à des problématiques. Donc, je pense que voilà, il y a tout un questionnement qui est fait au niveau macro. Voilà. Merci beaucoup, Omar. Je vous arrête, je m'excuse parce que le temps file. Je vais donner la parole à Annie pour une dernière petite réponse. Rapide, s'il te plaît. Très court, je voulais juste dire qu'on n'a pas parlé du politique. Non, c'est vrai. Dans les politiques publiques. Donc, plusieurs des éléments qu'on nomme, ça réfère à une décision politique. Puis malgré toutes les preuves scientifiques, puis les témoignages, les lanceurs d'alerte, il reste un autre morceau dans l'équation qui est le politique. Puis ça serait pour une autre journée. Oui, ça serait exactement pour une autre journée, toutes les interactions entre sciences et politique. Mais effectivement, vous le savez, les données probantes, ce n'est pas la seule source qui va nourrir ou influencer une politique publique. Mais écoutez, il est déjà 12h36, alors à moins qu'il y ait une réponse pressante de Catherine ou de Marie-Ève. Non, ça va. Alors dans ce cas, merci beaucoup à toutes les trois pour vos interventions. C'était passionnant de vous écouter. Merci beaucoup à tous les gens qui sont encore dans la salle. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté, d'avoir participé. L'enregistrement de cette journée scientifique sera bientôt disponible sur la chaîne YouTube de l'Institut Santé et Société de l'UQAM. Donc, vous pourrez y avoir accès et écouter certains passages. Et puis, merci et je vous souhaite une très belle, bonne journée de printemps. Merci. Au revoir. Merci, Carole. Merci, au revoir.